You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. Florence Martin et Anthony Robin, bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors vous êtes des représentants, même au bureau de l'association Esper Dordogne. Florence, vous êtes la présidente d'Esper Dordogne, Anthony le vice-président d'Esper Dordogne. Donc une association qui vise à la formation et la reconnaissance de ce qu'on appelle les pères aidants. Alors on a déjà à Canal Pourpre fait des sujets sur les pères aidants, mais vous pouvez peut-être rappeler un tout petit peu ce qu'on appelle un père aidant pour qu'on comprenne bien l'objet de des journées de formation que vous suivez ici à Périgueux. Alors un père aidant, c'est une personne qui est rétablie de troubles psychiques et qui aide ses pairs à se rétablir. Anthony, vous êtes vice-président de l'association, mais on vous connaît aussi au C2A de Bergerac. Et vous avez décidé d'entrer dans l'association, pour quelle raison ? L'objectif d'Esper Dordogne, qu'on a créé en 2019 avec plusieurs partenaires, le CH Vauclair, la PUI, John Bost, les Papillons Blancs et d'autres. L'objectif, c'était vraiment de soutenir le développement de la père aidance sur le territoire de la Dordogne, en travaillant notamment à former, alors nous, ce qu'on va appeler non pas des pères aidants, mais des pères ressources en santé mentale. Donc des personnes qui ont vocation, suite à la formation qu'on propose, et là c'est la deuxième, à pouvoir travailler ensuite bénévolement avec des professionnels du champ sanitaire, médico-social, social ou des associations pour soutenir les personnes sur le chemin du rétablissement. Voilà. Alors, quand on dit père, PAIR, ça veut dire qu'on a été soi-même concerné par, je ne sais pas si on peut parler de problème, en tout cas par les troubles psychiques. Et finalement, on décide peut-être à partir des fragilités, d'en faire une ressource pour accompagner et aider des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Alors, les journées de formation reposent, j'ai lu, sur le savoir expérientiel des troubles, on va en reparler, mais aussi le savoir de psychologie. Donc vous-même, vous avez fait un diplôme universitaire de père aidance à Lyon. Vous êtes père aidante au C2A à Bergerac. Qu'est-ce que ça veut dire le savoir expérientiel ? Qu'est-ce que c'est que ce savoir expérientiel ? Le savoir expérientiel, c'est le savoir de l'expérience en fait que j'ai vécu, que nous vivons en fait en tant que père aidant. C'est-à-dire que c'est le savoir de sa propre pathologie. On se connaît mieux que personne. Et à partir du moment où on se connaît, on peut transmettre son expérience, son vécu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va travailler en binôme avec un professionnel, ce que moi j'ai vécu, le professionnel ne l'a pas vécu et je vais pouvoir transmettre mon expérience. On travaille vraiment en collaboration. Quand j'ai affaire à une personne qui souffre, avec le professionnel, je vais pouvoir lui dire « moi je sais ce que tu vis, je sais ce que tu ressens ». Et avec le professionnel, on va pouvoir en commun mettre notre expérience et l'aider à se rétablir. Donc là, ici, on a une articulation parfaite entre le professionnel et la père aidante. Qu'est-ce qui se passe en France ? Est-ce que c'est si difficile que ça pour les professionnels de santé de reconnaître l'expérience d'une personne qui a subi des troubles psychiques, on reparlera après de la notion de rétablissement. Est-ce que là, c'est un peu singulier, la démarche que vous initiez, pas que vous, mais un peu en France, je crois que c'est un peu récent. Est-ce que vous-même, vous avez ressenti est-ce que vous avez d'abord été aidé par un père aidant quand vous étiez... et est-ce que vous avez senti ce mur des professionnels de santé de façon générale, sans accuser qui que ce soit, par rapport au fait que la parole du concerné pourrait aussi participer au rétablissement ? Pour ma part, je n'ai pas connu de père aidant et j'aurais bien aimé effectivement rencontrer dans mon parcours de soins un père aidant qui puisse me montrer le chemin du rétablissement. Pour ma part, j'ai découvert le rétablissement seul et j'ai perdu effectivement du temps, si je puis dire. Alors ça me permet maintenant de pouvoir aider mes pairs, mais j'aurais bien aimé ne pas perdre autant de temps et rencontrer un père aidant justement qui puisse me montrer le chemin du rétablissement et perdre moins de temps. Quand tu dis moins de temps, c'est combien d'années ? 17 ans.
Vos thérapeutes ne vous ont jamais parlé je sais pas, d'association Non, non, non. Alors, comment vous avez découvert cette notion de père aidance, de rétablissement, de parole du concerné? Alors, dans mon cas, moi, ça a été à la télé. Donc, c'est une émission de télé donc, qui parlait de père aidance, hein, qui parlait de la formation sur Paris, hein, de la licence médiateur santé père. Et donc, j'en ai parlé à mon psychiatre et on a mis en place donc, mon parcours. Mais mes parents m'ont beaucoup aidé également. Ma famille m'a beaucoup aidé. Donc, je sais qu'il y a certains pères qui n'ont pas la chance d'être aidés par leur famille. Donc, j'ai la chance d'avoir été soutenue tout le temps par ma famille, malgré tout ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai qu'au C2A, on a mis en place, donc le C2A avait déjà mis en place une permanence famille. Et c'est très très important aussi de soutenir les familles parce que c'est très très compliqué de vivre avec une personne qui souffre de troubles psychiques. Et c'est très important à la fois de soutenir la personne et de soutenir sa famille aussi parce que tout le monde est acteur en fait dans le rétablissement. Et il faut vraiment aider à la fois les personnes et les familles. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a soutenue, mais c'est pas je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir aider tout le monde en fait. C'est plus particulièrement peut-être dans le champ de la santé mentale. C'est vrai qu'on a une institution qui en fait, une des réponses classiques que l'institution donne, c'est poser un diagnostic, donner un traitement, dire vous allez guérir ou pas guérir. Vous, Anthony Robin, comment vous en êtes arrivé à... Et peut-être qu'on va pouvoir revenir sur cette notion de rétablissement qui n'est pas de la guérison. Enfin, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette nuance entre rétablissement et guérison et comment vous en êtes arrivé à creuser cette idée d'articulation avec les concernés et l'institution? Je crois que l'idée, c'est la prise de conscience, peut-être le fait qu'on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on vit tous avec des vulnérabilités et que ces vulnérabilités dans la vie, parfois, elles peuvent nous rattraper. Et que cette distinction malade bien portant, finalement, elle est très artificielle. Donc quand on prend conscience qu'on vit tous avec des vulnérabilités, que ces vulnérabilités peuvent nous submerger à certains moments, on comprend assez rapidement l'intérêt du rétablissement. C'est-à-dire on peut se rétablir chaque fois qu'on arrive dans nos parcours de vie à reprendre le dessus sur nos vulnérabilités. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent, mais ça veut dire qu'on peut retrouver une vie satisfaisante et un équilibre de vie. Donc l'enjeu en santé mentale, c'est de faire passer un message d'espoir très rapidement pour dire à tous, oui, peut-être qu'à un moment donné, il y a une vulnérabilité qui a pris beaucoup de place dans votre vie, mais cette vulnérabilité, elle peut redescendre. On peut vous accompagner sur le chemin du rétablissement pour que vous retrouviez une vie satisfaisante. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'associer professionnels de santé qui amènent leur savoir expert et des pairs ressources, des pairs aidants qui vont venir rajouter au savoir expert leur savoir expérientiel et faire passer aussi ce message d'espoir. Donc notre souhait, c'est que partout en Dordogne, on puisse trouver dans les équipes de soins, dans les associations, dans le champ médico-social aussi, des pairs aidants, des pairs ressources qui vont pouvoir rencontrer les personnes le plus tôt possible dans leur parcours de soins pour faire passer ce message d'espoir et dire à tout le monde que le rétablissement est possible et être en soutien de ce rétablissement. Alors vous-même, vous avez suivi un diplôme universitaire, on l'a dit tout à l'heure, à l'université Lyon 1, je crois. Et donc vous êtes maintenant professionnel de santé, comment on peut dire ça? Oui, enfin, je travaille au C2A, enfin, professionnel, voilà. C'est un diplôme, c'est un DU, donc c'est un diplôme professionnel, et donc je suis père aidante depuis le mois de mai 2021, donc c'est ça, depuis un an. Est-ce que ça veut dire que la frontière devient de plus en plus floue entre le thérapeute spécialiste, entre guillemets, qui a suivi une formation de médecine, et les professionnels de père aidance, ou une certaine porosité, non? La frontière, elle est toujours là, la limite est toujours là, mais il y a une articulation. Je pense qu'il y a une frontière, et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, et je pense que en fait, ce qui fait peur en fait, à certains professionnels, c'est que, en tout cas, je pense que les réticences qui existent encore chez certains professionnels, c'est qu'ils ont peur qu'on leur pique leur boulot alors que ça n'a rien à voir. Et c'est justement là où justement c'est pas le même métier en fait. On est là, on travaille en collaboration. On fait pas le même travail. Nous, on est là pour apporter un savoir expérientiel. Mon savoir expérientiel, c'est pas le savoir. Je suis pas psychologue, je suis pas coordinateur. Enfin, on fait vraiment un travail en collaboration. Donc à partir de ce moment-là, quand c'est bien compris. Tout est possible, que ce soit au C2A, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans un autre centre médico-social.
tout est possible. Et je pense que quand tous les professionnels qui sont encore réticents l'auront compris, eh ben, il pourrait y avoir des pères aidants partout. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez suivi une formation, je suppose que vous avez eu des enseignements de psychologie pendant cette année ou... Oui, on a fait de la psycho, on a appris on a eu des UV sur les maladies, sur les troubles, donc les troubles psychiques. On étudie en fait tout le champ en fait du médico-social et du social. Donc forcément, mais c'est sur un an, quoi. Je veux dire, ce ne sont pas des études très longues non plus. Je veux dire, c'est pour pouvoir avoir un diplôme concret et assez important qui nous permet de pouvoir travailler dans le champ de la santé mentale. Donc vous essayez d'articuler à la fois votre savoir expérientiel quand vous rencontrez une personne qui a besoin de soutien, mais aussi ce que vous avez eu comme enseignement à Lyon peut aussi vous permettre de mieux saisir. Et alors, par rapport à cette expérience de troubles psychiques, c'est très singulier, une expérience de troubles psychiques. Comment est-ce que vous arrivez à aider, à faire accoucher, je ne sais pas, ou à soutenir une autre expérience singulière de troubles psychiques ? Je pense qu'à partir du moment où on a souffert, on peut comprendre la personne qui souffre en face. Je pense que, effectivement, mon expérience est unique. Chaque expérience est unique, mais à partir du moment où quelqu'un souffre en face de vous, je pense que ça s'appelle l'empathie. Je pense qu'on peut avoir forcément de l'empathie pour toute personne qui souffre, quelle que soit sa souffrance. Et on n'est pas obligé d'avoir le même vécu, exactement le même vécu, pour comprendre ce que la personne ressent en face de vous. Et je pense que ça, c'est important. Un père aidant, il est là pour soutenir les autres, quelle que soit la pathologie qui est en face de lui. Et c'est ça qui est important. Bien, alors aujourd'hui, il y a 2 jours de formation, mais qui s'inscrit sur un plan beaucoup plus large de 7 jours de formation. Donc là, on n'est pas dans un DU ce qui se déroule sur un an. Donc ça, c'est quelque chose que Esper Dordogne a mis en place, cette formation. Vous l'avez dit, l'objectif, c'est d'accompagner une quinzaine de personnes qui viennent ici pour être pères ressources. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de ces journées de formation ? Oui, l'idée c'est ça, c'est former donc 15 pairs ressources. On avait fait déjà une première formation en 2019, donc c'est la 2e formation en Dordogne. L'objectif c'est d'offrir aux personnes qui vivent en Dordogne, qui sont intéressées par la pérédance pour essayer de pratiquer aux côtés de professionnels une formation courte, accessible, en proximité, donc sans condition de diplôme, ce qui n'est pas le cas des formations plus qualifiantes, notamment celle qu'avait fait Florence. Donc c'est réservé à des personnes qui vivent en Dordogne. Et alors autour des contenus des 7 journées de formation, on a abordé l'émission des pairs ressources auprès des personnes concernées, donc des personnes vivant avec des troubles psychiques. Là, c'est déjà des pairs ressources ou des pairs aidants qui ont témoigné un peu de leur pratique, mais aussi, Florence l'a dit, des actions des pairs ressources auprès des familles, puisque l'enjeu, c'est aussi de soutenir les familles pour qu'elles soient encore plus en soutien des personnes fragilisées. Et puis, il y a des enseignements complémentaires importants à maîtriser, des notions en addictologie, avec Anivelle Ramos, médecin addictologue, qui est venu une matinée nous parler de la question des addictions, et on sait à quel point il y a quand même un lien entre les vulnérabilités psychiques et les addictions. Il y a des enseignements autour du rétablissement, de la réhabilitation psychosociale, de l'éducation thérapeutique du patient, du psychotrauma, avec l'intervention de Yasmine Liénard, qui est médecin psychiatre à Sarlat. J'oublie des choses. Là, on va avoir 2 jours aujourd'hui avec 2 intervenants du Psycom qui viennent former les pairs à la prise de parole en public, puisque dans le travail des pairs, il y a ce travail souvent de témoignage. Et donc, il faut savoir être capable de prendre la parole par écrit, oralement, en vidéo parfois. Et donc, pendant 2 jours, on va aider les pairs à avoir des outils méthodologiques dans la prise de parole en public. Voilà, parmi tous les contenus abordés, un certain nombre de choses. Alors les 15 personnes qui sont présentes pour ces 2 jours, mais aussi de plus global sur cette formation, ils ont candidaté. Comment vous avez lancé un appel à candidature? Comment ça s'est passé pour cette formation? Oui, en fait, on a lancé un appel à candidature et ils ont candidaté sur Internet. Enfin, sur Internet, ils nous ont envoyé donc des emails. Et donc ensuite, on a fait une sélection et on les a reçus. Et puis voilà. Donc, Ils auront vocation à parce que vous êtes salarié, c'est ça, au C2A, si je ne fais pas d'erreur. Eux, non, puisque c'est pas une formation, enfin c'est professionnalisant ou semi-professionnalisant, mais sans
j'allais dire certification. Ensuite, ces personnes, elles seront rattachées à un établissement thérapeutique ou comment ça va où est-ce qu'on va pouvoir les rencontrer en fait? Ouais. Alors justement, c'est le rôle de l'association des Espères Dordogne de pouvoir déjà former des personnes qui ont envie de démarrer des actions de pérédance en lien avec des professionnels ou du champ sanitaire ou du champ social ou associatif. Et donc effectivement, Espères, on est déjà en lien, nous, avec un réseau d'institutions partout en Dordogne et on aide ensuite les pères ressources, par exemple formés, pour certains vont avoir envie d'intervenir dans tel champ d'action. Je dis par exemple, il y en a qui vont nous dire moi j'aimerais bien développer des actions de père aidance en tant que père ressource en addictologie et nous, Espères Dordogne, on va pouvoir faciliter la mise en lien entre les pères ressources formés et les professionnels ou les associations. Voilà, c'est une de nos missions. Très bien, merci beaucoup. Et nous allons maintenant rencontrer peut-être quelques personnes justement qui suivent la formation. Merci. Merci. Gaël, bonjour. Philippe, bonjour. Et Bénédicte, bonjour. On vous a happé de cette formation. J'espère que vous ne manquez pas beaucoup de choses. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais j'aimerais savoir, dans un premier temps, pourquoi vous avez décidé de suivre cette formation de soutien, de père soutien. Pour moi, la formation est devenue une évidence puisque suite à mon parcours de soins en santé mentale, c'est vrai que je suis intervenu pour une formation d'éducation thérapeutique auprès de l'hôpital de Périgueux. Et il s'est trouvé que cette fonction de père aidant était quelque chose qui était importante pour moi. Et je l'ai fait de manière officieuse. Et il s'est trouvé qu'il était important pour moi de me former, d'acquérir ce qu'on peut appeler savoir expérientiel, c'est-à-dire essayer d'avoir un peu de formation autour de cette nouvelle fonction. Quand vous dites de manière officieuse, vous l'avez fait par vous-même, à travers comment ? Alors non pas par moi-même, j'ai été interpellé, j'ai été invité par l'équipe du CHP de Périgueux pour intervenir autour de l'éducation thérapeutique du patient, autour du trouble bipolaire. Et il s'est trouvé que l'UNAFAM a pointé du doigt que la nécessité de se former à cette père aidance. Okay. Philippe et Bénédicte, même question. Pourquoi suivre cette formation ? Moi je la suis parce que je suis déjà engagé au niveau de Bergerac, au niveau de l'hôpital de jour. Et je suis patient ressources, mais jusqu'à maintenant je n'avais pas la formation théorique et j'ai besoin d'une formation quand même pour pouvoir approfondir les choses et intervenir de façon correcte en tant que père aidant, quoi. Et c'est vrai que j'ai aussi eu connaissance de la père aidance parce que je suis dans le secteur associatif à Bergerac et par l'UNAFAM, par le CDSA et beaucoup de choses, quoi. Et c'est là où je me suis dit il faut vraiment faire une formation pour intervenir de façon sensée et avec une bonne méthodologie, quoi. D'accord. Et vous-même, Bénédicte ? Alors moi, ça fait plus d'1 an que je suis dans la démarche de père aidance, donc je me suis beaucoup renseignée, j'ai cherché, et je suis tombée entre guillemets sur l'UNAFAM 24, qui m'a dirigée vers Anthony Robin et l'Espères Dordogne. Donc je me suis investie dans l'association, je suis venue à toutes les réunions, et ce qui fait qu'aujourd'hui je fais cette formation parce que je veux m'engager dans cette voie. Et c'est une première formation très, très, on va dire, pragmatique, je dirais, pour voir ce que c'est et puis donner une idée de ce que ça donne, quoi. Alors tout à l'heure, j'ai discuté avec Florence Martin, qui est présidente d'Espères Dordogne, et qui disait, elle, avoir souffert, entre guillemets, en tout cas, elle n'a pas été père aidée. Je ne sais pas si ce mot... est-ce que vous avez été, entre guillemets, père aidé ou pas du tout ? Alors la père aidance en tant que formalisée en tant que telle d'un patient ressource qui vient, je dirais, vous tendre la main comme j'ai pu le vivre dans mes hospitalisations, par exemple en unité intersectorielle à l'hôpital de Périgueux, je ne l'ai jamais eu dans ce cadre. Oui. C'est vrai que c'est l'équipe soignante qui vous porte et qui vous donne, je dirais, les moyens de sortir de la crise, d'être aidé dans vos difficultés au cours de vos hospitalisations. Mais c'est vrai que comme j'avais dit lors de l'entretien avec Anthony et Florence pour participer à cette formation, une personne à mi-chemin comme ça, oui, qui puisse venir vous tendre la main à un moment de votre parcours de soins, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Donc non, je ne l'ai pas eu pour répondre à votre question, mais c'est quelque chose que je trouve en effet essentiel aujourd'hui. Mais par exemple des discussions, je pense aux GEM, entre concernés, entre personnes souffrant de troubles psychiques, vous en avez eu. C'est pas vraiment de la père aidance. Qu'est-ce qui change entre avoir une discussion, je sais pas, un groupe de parole par exemple,
et le père aidant? Qu'est-ce qui vous paraît très différent dans cette approche-là? Mais le père aidant, il va y avoir quand même une distance qui se fait. L'approche est la même, mais après, vous n'allez pas discuter forcément de tout avec le père aidé, alors qu'avec des personnes comme on peut faire ici, quoi. On apprend à se connaître et on discute de nos aventures, de nos expériences. Voilà. C'est vrai qu'à travers le GEM, c'est vrai, le groupe d'entraide mutuel, bon, ça peut être un peu une forme de père aidance, mais c'est quand même beaucoup moins approfondi, on confie beaucoup moins de choses, c'est pas pareil, quoi. Après, est-ce que j'étais père aidé? Non, moi j'ai commencé mon circuit en psychiatrie et j'avais 20 ans. Et à l'époque, père aidant, ça n'existait pas, quoi. C'est-à-dire uniquement la relation verticale, soignant, soigné, etc. Mais il n'y avait pas de père aidant. Et je crois que ça, c'est vraiment un plus. Et c'est bien d'avoir introduit cette notion de père aidant, justement. Après, c'est vrai que bon, au niveau du groupe d'entraide mutuelle, oui, ça peut se faire, oui, effectivement. De certaines manières, oui, ça peut être un petit peu de la père aidance, mais pas tout à fait. Parce que vous avez dit, Bénédicte, il n'y a pas cette mise à distance. Le père aidant, il y a une mise à distance. Ça doit être rudement compliqué, non? Cette mise à distance. Oui, mais je pense que c'est vraiment cette question de la formation. On ne devient pas père aidant un beau jour en se disant je vais aider parce que j'ai découvert la solution pour aider des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Il y a un vrai travail de formation, un vrai travail de rencontre, de partage d'expériences avec d'autres patients en voie de rétablissement ou rétablis. Et ensuite, il y a des outils. Je pense au C2A, ce qui est proposé par le C2A, ce qui peut être proposé dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. Ce n'est pas des choses qu'on va faire, je dirais, au hasard. Et donc, il y a une vraie réflexion, une vraie formation et ensuite une vraie construction d'action. Philippe? Oui, par rapport à la prise de distance, bon, d'abord ça se fait au cours du temps avec l'expérience, mais de toute façon on est aussi aidé par les équipes d'infirmiers, de psychologues qui peuvent à tout moment intervenir. Il y a ce qu'on appelle l'analyse de pratique, c'est-à-dire que c'est un moment où on peut dire, ben voilà, c'est telle ou telle chose dans un boulot, ça va pas, comment je vais faire par rapport à la personne, etc. On n'est pas lâché dans la nature, on est quand même suivi, quoi. Et une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que le fait de suivre cette formation de père ressources ou de père aidant plus tard, peut-être, est-ce que ça vous semble être en partie quelque chose qui accompagne votre propre rétablissement? Je pense que bien sûr, il faut commencer par être un peu auto-centré. Et il faut bien voir que c'est s'aider soi-même, c'est aussi aider les autres ou avoir la capacité d'aider les autres. Si on n'est pas bien soi-même, et donc cette formation, c'est aussi découvrir des outils et puis des ouvertures thérapeutiques, des ouvertures personnelles, des rencontres qui permettent de nourrir notre propre rétablissement, puisque se penser guéri et de repartir à zéro, je pense que c'est une lubie. Donc bien entendu, il y a une part d'auto-travail et pour permettre aussi de proposer des choses intéressantes pour d'autres personnes souffrant de troubles psychiques. Oui, alors le rétablissement, oui, se fait dans les deux sens en fait. Ne serait-ce que de vous parler aussi, ça fait partie du rétablissement, de pouvoir parler de nos expériences. Et donc le rétablissement, oui, aussi, et ça, surtout en se formant comme ça. Comme je dis, moi, l'expérience de la maladie et du rétablissement, c'est un matériau brut. Et avec la formation, ça va, on va dire, rajouter du plus et avoir des notions en psychiatrie, ne serait-ce que ça. Et donc oui, le rétablissement dans les deux sens, je dirais. Pareil, hein, je ne vais pas être rétablissement dans les deux sens. Après, bon, c'est vrai qu'on a quand même besoin d'une certaine distance par rapport à la personne pour ne pas non plus être un poids pour elle. Mais c'est vrai que c'est enrichissant pour nous et ça nous aide dans la vie de tous les jours et ça transforme les gens, quoi. Je veux dire, même la formation là, par exemple, qu'on a, ça amène énormément de choses et de questionnements, hein. C'est ce qui s'est passé au niveau du groupe. Le groupe était quand même, il y avait beaucoup de questionnements, etc. Et c'est vraiment enrichissant. Donc oui, c'est dans les deux sens, à mon avis. Alors, ultime question, un petit bilan évaluatif, même si Anthony Robin n'est pas loin, il vous surveille. Cette formation de 7 jours, c'est les 2 derniers jours des 7 jours, ou je ne sais pas. 3 jours. Donc on arrive à la fin de cette formation, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je crois que c'est le contenu des journées, c'est surtout la prise de parole, que vous prenez déjà depuis longtemps d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ou un truc que vous auriez aimé en complément de cette formation? Quelque chose peut-être que vous attenderiez et qui n'est pas prévu dans les contenus de la formation? Ou alors que si vous vouliez peut-être poursuivre cette formation, quels seraient les champs ou les points que vous voudriez approfondir?
Alors pour moi, c'est compris de manière implicite dans la formation, c'est de pouvoir le poursuivre dans un cadre pratique d'un stage, je dirais d'investissement, qui est à construire pour chacun en fonction du lieu dans lequel il veut le faire. Et puis d'application, je dirais, un peu pratique au sein de lieux de soins ou de centres de jour, etc. Donc pour moi, c'est le prolongement un peu naturel, implicite, que chacun peut décider de faire ou non, mais qui me semble important. Philippe? Mais moi, j'attends aussi un complément de formation parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et j'attends aussi le côté pratique des stages, etc., pour vraiment confronter mes connaissances théoriques à quelque chose de pratique. Par exemple, sur les connaissances théoriques, quels seraient les points que tu souhaiterais approfondir? Tout ce qui est psychotraumatisme, les ateliers thérapeutiques pour le patient, des choses comme ça, tous les outils un petit peu psycho pour aider les gens. Voilà, donc j'aimerais bien approfondir à ce niveau-là. Et puis après, voilà, et surtout faire les stages aussi. Bénédicte? Je reviens comme mes deux collègues, stage, et après, moi, comme toujours, ce genre de formation, c'est trop court. Ah, c'est très très intéressant, c'est passionnant. Mais je sens que je vais être un petit peu frustrée parce que j'aurais bien voulu que ça se prolonge. Et puis voir éventuellement faire une formation ETP, qui est Alors ETP, vous nous... éducation thérapeutique du patient. D'accord. Ça consiste en quoi cette formation ETP? C'est une bonne question. Je vais essayer de faire appel à ma mémoire si mes collègues veulent bien m'aider. Non, vous voulez pas m'aider? Ce sont des ateliers qui sont mis en place pour, je dirais, appréhender un trouble ou une dimension particulière du trouble psychique et pour donner les moyens aux personnes, aux patients, je dirais, d'acquérir des notions de base ou des notions d'accompagnement autour de différentes problématiques. On peut parler de l'alimentation, on peut parler du trouble bipolaire, de la schizophrénie, de différentes dimensions du trouble psychique, où on va pouvoir permettre d'apporter des aides concrètes, des aides, je dirais, proactives aux personnes souffrant de difficultés. Et là, je pense que le père aidant est une personne un peu à mi-chemin, à mi-gué, entre le personnel soignant et les patients, qui peut trouver toute sa place. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps dans cette formation pour répondre à nos questions. Et puis on va avoir un sacré volant de père aidant en Dordogne. C'est une grande nouveauté et c'est super. Bonne continuation. Au revoir. See, you don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.